À la une de l'actualité ce soir, le Burkina Faso et son partenaire de l'Union européenne se parlent à Ouagadougou à l'occasion de la 10e session de leur dialogue politique. Ils vont passer en revue la situation socio-politique du Burkina, mais le pays qui s'inquiète des éventuelles conséquences du Brexit sur ses relations avec l'Union européenne a vite été rassuré. On fait le point dans ce journal. Gondal 2, prêt pour relayer Gondal 1. Le bataillon de la MUNISMA vient d'achever sa mise à niveau pour être déployé au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Composé de 850 hommes, le bataillon sera déployé bientôt à Diabali dans le sud du Mali. Dans quel état d'esprit se trouve la troupe? Élément de réponse dans cette édition. Eux, par contre, seront prêts dans 6 mois. Les 4200 enseignants recrutés par le ministère de l'Éducation nationale ont entamé ce matin une formation. Ils vont bénéficier de connaissances d'enseignants de collège. Ce recrutement entre dans le cadre du programme Emploi Jeunes pour l'éducation, une réponse du gouvernement burkinabé au chômage des jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, au carnet d'audience du président du Faso, Rochmar Christian Kaboré, a reçu ce matin une délégation de la compagnie minière Semafo. La compagnie envisage l'ouverture prochaine d'une nouvelle mine d'ici à la fin de 2016. La délégation est allée donc exposer le projet au président du Faso. À sa sortie d'audience, voici ce que nos reporters ont pu recueillir. Jean Zongo et Omar Zombré. Semafo veut lancer l'exploitation d'une nouvelle mine dans l'est du Burkina. Et Jean Lamar, président exécutif du conseil de Semafo, est venu apporter la nouvelle au président du Faso, mais aussi échanger sur des questions de sécurité. On a surtout parlé ce matin de sécurité, parce que vous savez que dans l'est du pays, une question de sécurité régionale, comment être capable de travailler avec le gouvernement dans le cadre de la sécurité. Parce qu'on veut développer une nouvelle mine à Natougou, dans l'est du pays, dans lequel on compte continuer le partenariat qui a si bien été fait avec le gouvernement du Burkina au fil des temps. Que ce soit le ministère des Mines, le ministère des Finances, la primature ou la présidence, ça a toujours été un élément extrêmement important pour Semafo. On a aussi reparlé de la fondation Semafo qui aide en fait la population locale à se développer parce qu'une mine, éventuellement, il y a un arrêt, il y a un manque de minerais, mais il faut bien que l'industrie locale puisse continuer. Donc, c'est de venir soutenir le président et de demander de continuer ce partenariat qui a si bien fonctionné pour Mana et pour la seconde mine qu'on devrait demander de commencer la construction en fin décembre 2016. Présente au Burkina Faso depuis près de 20 ans, ce n'est qu'en 2008 que la Semafo a commencé la production de lingots d'or à Mana dans la boucle du Mouhoun. Cette nouvelle mine en vue va certainement être source d'emploi en plus des 700 personnes et sociétés de sous-traitance qu'elle emploie déjà. Dans l'actualité ce soir, dialogue politique entre l'Union européenne et le Burkina Faso pour sa 10e session. Le gouvernement burkinabé et son partenaire européen ont passé en revue la situation socio-politique du pays, la situation sécuritaire et environnementale, la gouvernance économique et sociale et des sujets liés à la coopération et au développement n'ont pas aussi échappé à ce dialogue politique. Pour le Burkina Faso, qui craint une éventuelle conséquence du Brexit sur ses relations avec l'Union européenne, le chef de la délégation de la Commission de l'Union européenne a vite fait de le rassurer. On fait le point avec Nongba Kouda et Nathalie Kaoré. La situation politique et sécuritaire, la justice, la gouvernance économique et sociale et la coopération au développement. Voici les grands sujets qui ont été abordés à cette session du dialogue politique Burkina Faso-Union européenne. Sur la sécurité et la justice, par exemple, voici ce que la partie burkinabé a donné comme information à son partenaire européen. Le ministre d'État chargé de la sécurité qui était là les a rassurés sur les mesures prises au niveau des frontières, notamment le déploiement des forces de défense et de sécurité à certains endroits de notre territoire. Et nous avons également évoqué la question des Kolowego. Et sur cette question, le ministre de la Sécurité a rassuré que l'État s'affirme dans cette question et va davantage s'affirmer. Sur les questions judiciaires, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature va se concrétiser bientôt. Quant aux dossiers pendants, les gros dossiers pendants, c'est-à-dire l'affaire Sankara, l'affaire du coup d'État et l'affaire Norbert Zongo, nous avons donné
des informations aux partenaires européens pour les rassurer que le gouvernement veut que ces dossiers soient jugés le plus rapidement possible. L'audit de la transition et la lutte contre la corruption ont également alimenté les échanges. Nous avons insisté auprès de nos amis européens sur la nécessité du renforcement du contrôle interne de nos administrations afin de minimiser les risques de dissipation des biens publics. Sur le volet économique, les échanges se sont focalisés sur le plan national de développement économique et social. La partie européenne se dit satisfaite de toutes les informations qui lui ont été fournies. Nous sommes très heureux de cette réunion de dialogue politique qui est la première organisée avec les nouvelles autorités. Je voudrais encore une fois remercier les autorités burkinabées pour le temps qu'ils ont bien voulu nous consacrer pour avoir un échange un petit peu plus approfondi. La 10e session du dialogue politique Burkina Faso-Union européenne se tient dans un contexte marqué par la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Selon Jean Lamy, l'Union prend acte de cette nouvelle situation, mais elle reste déterminée à partager ses valeurs et à apporter son assistance aux pays avec lesquels elle entretient des relations de coopération. Le SILS a achevé jeudi en fin d'après-midi sa 51e session de son Conseil des ministres. Les 13 ministres de l'Agriculture de l'espace SILS ont défini à Ouagadougou une feuille de route pour le secrétariat exécutif de l'organisation. Ils ont pu également examiner plusieurs dossiers, dont celui de la gomme arabique au Sahel et la promotion de la pomme de terre. La synthèse avec Mathias Drabo et Nathalie Sawadogo. Le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse et le directeur général du CRA, le Centre régional Agrimet, reconduit pour un mandat de 3 ans. C'est l'une des décisions phares de cette 51e session ordinaire du Conseil des ministres du SILS. Des recommandations ont également été faites. Nous avons recommandé qu'il y ait une étroite collaboration entre notre institution, le SILS, et la commission de l'UMOA et de la CEDEAO pour une action de synergie en direction des populations vulnérables du Sahel. Mais sur lesquels nous avons beaucoup insisté, c'est que nous voulons multiplier les concertations entre les différents organes du SILS pour qu'il y ait une bonne lisibilité de toutes les activités que nous sommes en train de conduire dans l'espace SILS. Et pour cela, nous avons souhaité que le secrétaire exécutif, avec l'appui du ministre coordinateur, fasse au moins une fois par an le tour de tous les pays. Les travaux de cette 51e session du Conseil des ministres du SILS se terminent par des notes de satisfaction. Désormais, les solutions que nous trouvons nous permettront de résoudre un tant soit peu le problème de l'insécurité alimentaire, le problème de la production céréalière pour justement aider à une meilleure nutrition, une meilleure alimentation, les problèmes de production parce que nous avons abordé les questions de l'irrigation. La prochaine session est prévue se tenir fin février, début mars, dans l'un des pays que sont la Mauritanie ou le Sénégal. Pour assurer la sécurité alimentaire dans la sous-région, le projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA a misé sur la formation des agents, surtout dans la vulgarisation de la production du maïs de consommation. Le projet, en collaboration avec l'INERA, a organisé à Bobo-Dioulasso une formation de 48 heures à l'intention de 75 agents de vulgarisation sur la production de maïs de consommation de la boucle du Mouhoun, du centre-est, du centre-ouest des Cascades et de la région des Hauts-Bassins. Ils vont à leur tour disséminer les connaissances reçues à plus de 2000 producteurs agricoles durant cette campagne humide. Sur place à Bobo-Dioulasso, Karim Sissé. Ils sont tous des agents de vulgarisation pour l'appui conseil sur la production rentable du maïs de consommation. Venus du centre-est, du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins, ils sont ici, à Bobo-Dioulasso, pour renforcer leurs compétences sur les techniques de production du maïs de qualité. Comment il faut produire le maïs et avoir le maximum de rendement. C'est ça l'essentiel
que nous leur apprenons, avec tout ce qui suit comme protection des variétés de maïs, utilisation des engrais, des pesticides, et les densités, quelle densité il faut semer pour avoir beaucoup. Nous pensons que cette formation est la bienvenue pour les agents du développement rural, en termes que ce sont eux qui vont aller suivre les producteurs, les encadrer, les conseiller et les amener à changer leurs habitudes culturelles pour permettre de booster la production du maïs. Cette formation concerne uniquement les variétés de maïs à haut rendement. Et c'est la technique de faire qui est préconisée afin de toucher un grand nombre de producteurs agricoles. Nous avons montré aux agents techniques comment on doit faire. Eux, à leur tour, vont implanter une parcelle et convier les producteurs et leur montrer comment il faut faire. Et les paysans vont maintenant aller faire dans leur terrain. À noter que la formation est initiée par le projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA. Et puis je vous le disais en titre, Gondal 2 prêt pour relayer, Gondal 1, le bataillon de la MUNISMA vient d'achever sa mise à niveau pour être déployé au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ils sont environ 850 hommes à suivre la formation à Lumbila. Ce 1er juillet, au cours d'une cérémonie marquant la fin de la session, la hiérarchie militaire a pu apprécier le niveau de la troupe. Le bataillon sera déployé bientôt à Diabali, dans le sud du Mali. Moussa Ouedraogo, Maïmouna Traoré. 8500 hommes aptes pour remplacer le bataillon Gondal 1 à Diabali au Mali. Ceci n'est qu'une simulation, un exercice de contrôle d'un point vulnérable lors d'une escorte, un exercice d'extraction de blessés suite à l'attaque d'une patrouille. En 8 semaines de formation, le bataillon Gondal 2 a beaucoup appris. Toutes les missions que nous accomplissions sur le terrain, à savoir contrôle de zone, la fouille, le bouclage d'une foule, et la réaction à l'embuscade, d'autres missions comme les négociations entre les différentes parties. Nous avons appris également la protection de la population civile. J'ai appris que le bataillon a vraiment, pendant la formation, ils ont réussi, ils ont montré une grande détermination et engagement. Et j'ai bien senti cela ce matin. Le chef d'état-major général des armées a pu apprécier leur niveau. Un homme avisé, il donne quelques conseils avant leur embarquement. La situation sécuritaire aujourd'hui au Mali est marquée par une utilisation intense des engins explosifs improvisés. Et les personnels ont été formés face à cette menace. Donc je les exhorte à beaucoup de vigilance et à une aptitude à mettre en œuvre les savoir-faire qui ont été acquis. À cela s'ajoute la discipline, la rigueur et la cohésion au sein du groupe. La sécurité également au niveau des frontières terrestres des pays du Sahel est une préoccupation pour les polices des frontières de la région. Ce 30 juin à Ouagadougou, les directeurs généraux de la police et les directeurs en charge de la police des frontières du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso ont pu faire le bilan de la mise en œuvre d'un plan d'action destiné à renforcer la coopération transfrontalière entre les pays du G5. Issa Kafando, Ramatouzida. Autour de la même table, les acteurs en charge des services de sécurité aux frontières des pays membres du G5 Sahel. Au cœur des préoccupations, comment gérer et protéger les populations contre les menaces de sécurité aux frontières. Ces experts maliens, nigériens, mauritaniens, tchadiens et burkinabés vont faire le point de la mise en œuvre des recommandations des rencontres précédemment tenues à Dakar et Nouakchott. Ils ont également la charge de planifier les actions à venir dans le sens du renforcement de la coopération transfrontalière. Il s'agit de coordonner les actions de l'OIM avec les forces de police des frontières et de préciser un peu qu'est-ce que l'OIM peut apporter aujourd'hui à nos polices des frontières et qu'est-ce que nos polices des frontières aussi peuvent attendre, n'est-ce pas, non seulement de l'OIM, du HCR, bref, de toutes ces organisations-là qui interviennent dans la gestion des frontières. Le Sahel est l'une des régions les plus sensibles à l'insécurité.
Il est attendu des propositions concrètes en vue de relever les défis de la gestion des migrations et des frontières. C'est de faire un bilan sans complaisance, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'il faut améliorer pour permettre que pour les prochaines phases, on ne revienne plus encore avec des tares que nous avons traînées. La rencontre va également permettre de mesurer les acquis de cette coopération frontalière dans les différents pays et au niveau régional. Cela dans le but de déterminer les efforts à mettre en œuvre pour améliorer la politique du G5 Sahel en matière de gestion et de sécurisation des frontières. La sécurité et la sûreté de nos aéroports dans un contexte de grande menace terroriste taraude l'aviation civile. Elle tient depuis hier à Ouagadougou son deuxième comité national de sûreté. Une occasion de réfléchir sur l'anticipation en matière de sûreté de l'aviation civile. Urbain Benito au sommet, Tanga Robert Kafando. Contribuer au renforcement des capacités du dispositif de sûreté des aéroports du Burkina, tel est le principal enjeu de la deuxième session du Comité national de l'aviation civile. Dans un contexte marqué par la menace terroriste, la problématique de la sûreté de l'aviation civile se pose avec acuité et les résultats de ces travaux sont fort attendus. C'est tous les aspects de sûreté et de sécurité au niveau de nos aéroports dont il est question aujourd'hui. Et le Comité national doit émettre des avis, prendre des décisions pour la protection de nos aéroports. Le Comité national de sûreté de l'aviation civile constitue un outil à caractère stratégique de pilotage et d'orientation en matière de sûreté, et ce conformément à la déclaration de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il y a des menaces, les menaces viennent de partout et vous avez dû suivre avant-hier ce qui s'est passé à Istanbul. Donc ici, le comité qui est réuni ici sur place est en train de prendre des mesures pour contrecarrer, pour prévenir éventuellement ces actes d'intervention illicites qui aujourd'hui l'aviation civile devait une cible privilégiée. Pour la présente session, il s'agira d'une part de revisiter le dispositif institutionnel et l'état des infrastructures et d'autre part de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations de la précédente session. Et puis la commission technique de retrait de permis de conduire de l'ONASER s'est réunie ce 30 juin pour une audience foraine à Ouagadougou. Au cours de l'audience, des détenteurs de permis de conduire qui se sont rendus coupables d'infractions graves se verront retirer leur permis. Et d'autres, par contre, seront appelés à retourner à l'auto-école pour des recyclages. Jean-Eudes Bayala ou Moussissé. Anissé Zungrana, impliqué dans un accident mortel survenu le 13 mars dernier à Saba, s'est vu retirer son permis de conduire. Aujourd'hui, il comparaît devant la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire pour répondre aux questions des membres de la dite commission. 6 autres personnes seront également auditionnées à cette session foraine de retrait de permis de conduire. Comparaissent devant la commission les auteurs de graves comportements à risque dans la circulation et les auteurs d'accidents mortels de la circulation. Un accident, c'est toujours regrettable. Alors, j'ai donné donc ma version naturellement lors de l'accident et on m'a retiré mon permis par la suite. Alors, c'est nécessaire donc de s'expliquer et de se faire comprendre par la commission. Dès lors que l'outil de travail est retiré, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la personne est obligée de changer de profession. Donc, c'est une opportunité pour tout un chacun de saisir et pour quand même prendre une bonne prudence en matière de circulation routière. À l'issue des auditions, des sanctions seront prises par la commission à l'encontre des personnes fautives. Les sanctions, ça peut être sursis. Sursis, ça veut dire qu'on remet le permis, mais avec des avertissements. Et ferme, ça veut dire qu'on va retirer le permis pour un certain temps, quitte à ce que le conducteur aille se recycler. La commission technique spéciale de retrait de permis de conduire est l'instance administrative de l'ONASER. Elle a aussi un rôle de prévention des accidents de la circulation par la sensibilisation et l'éducation des usagers de la route. Depuis la création de l'ONASER en 2008, une dizaine de sessions foraines ont été organisées. 3 sessions sont au programme au compte de l'année 2016.
Le ministère en charge de l'Éducation nationale a achevé le recrutement des 4200 enseignants dans le cadre de son programme Emploi Jeunes pour l'Éducation nationale. Ce matin, les nouvelles recrues ont entamé une formation de 6 mois pour bénéficier de connaissances d'enseignants de collège. Le programme Emploi Jeunes pour l'Éducation est une réponse du gouvernement burkinabé au chômage des jeunes et veut pallier le déficit d'enseignants au poste primaire. Adama Giti, Nyarkiteda. L'hymne de la victoire entonnée ici traduit l'effectivité de la mise en œuvre du programme Emploi Jeunes pour l'Éducation nationale. 4200 annoncés au départ pour cette année, 3516 de niveau Bac+2 sont retenus sur 5168 candidats. Au départ, beaucoup n'avaient pas cru au programme. Il y avait beaucoup de controverses, il y avait beaucoup d'hésitations. Il y a même eu, quelquefois, de l'intoxication. La controverse se situe sur l'opportunité ou pas du recrutement, mais aussi et surtout sur l'avenir de ces jeunes. Là-dessus, le ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, bénéficiaire direct du contingent, se veut clair. Nous avons un vrai déficit au niveau du poste primaire et nous avons essayé déjà tout un ensemble de mesures qui ne nous permettaient pas de combler ce déficit. Donc ce programme-là est vraiment un programme très important pour nous. Ces désormais élèves professeurs sont sur les bancs de l'UDS, l'Institut des sciences de Ouagadougou et l'NSUK, l'École normale supérieure de l'Université de Koudougou, pour une formation théorique de 3 mois avant la phase pratique qui dure elle aussi 3 mois. Une formation de moins d'une année en tout et qui se démarque d'une formation au rabais certifie les chargés de formation. Nous avons mis l'accent sur la qualité de la formation. Et c'est pour ça justement, malgré le temps qui est relativement court, on a tous les cours théoriques, en tout cas essentiels, qui doivent être dispensés. Probité, honnêteté, persévérance et responsabilité sont les mots du ministre de l'enseignement secondaire, de la recherche scientifique et de l'innovation à l'endroit des futurs enseignants des CEG publics du Burkina. Les attaques terroristes, l'insécurité inquiétante au Burkina affectent le secteur du tourisme dans le pays. Et pour le ministère en charge du tourisme, il faut relever la tête et ne pas donner raison à ces perturbateurs. D'où le thème de la 15e session du conseil d'administration des acteurs du tourisme tenue ce 30 juin à Kaya. Compte rendu de la rencontre avec Mokhtar Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Après les attaques du 15 janvier dernier à Ouagadougou qui ont écorné l'image du pays, ministère et secteur privé du tourisme recherchent les solutions pour relancer l'engouement pour la destination Burkina Faso. À cette 15e rencontre nationale, il va s'agir de faire le bilan des dégâts engendrés par la crise sécuritaire avant de trouver des formules consensuelles pour sortir du creux de la vague, le secteur touristique. Nous ne devrons pas donner raison aux ennemis de la paix et de la sécurité internationale. C'est dans le non-sens de leur attaque absurde que nous devrons donner un sens à notre politique de développement touristique. Les différentes difficultés que nous connaissons, au lieu de nous abattre, doivent plutôt nous interpeller. Ces difficultés doivent nous amener à nous interroger sur les voies et moyens à trouver pour être debout. Tahirou Bari, à cette rencontre, a annoncé les mesures déjà prises pour l'épanouissement du secteur. Il s'agit entre autres de la détaxation du matériel de sécurité des établissements hôteliers et touristiques, qui est une instruction du chef de l'État que le ministère de l'Économie et des Finances s'attelle à mettre en œuvre. À l'étranger, les gardes-côtes italiens ont annoncé jeudi avoir secouru 107 personnes et récupéré 10 cadavres à bord d'un canot pneumatique en train de couler au large de la Libye. 10 cadavres ont été récupérés, ont annoncé les gardes-côtes, sans préciser si d'autres migrants étaient portés disparus, dans la mesure où les passeurs peuvent entasser plus de 140 personnes sur ces embarcations de fortune. Le canot est au bord du naufrage. L'eau rentre de toutes parts. Les gardes-côtes italiens ont à peine le temps de secourir les personnes à bord. Ils étaient 117 au total. Les secours n'en sauveront que 107. Les cadavres de 10 femmes sont retrouvés. Selon les marins italiens, le sauvetage s'est joué à quelques minutes. Quelques instants de plus en mer
et l'embarcation coulait. Les conditions de mer étaient particulièrement difficiles à quelques milles de la Libye. Des vagues de 2 mètres et un vent à près de 60 km/h. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, il y a eu plus de 233 000 arrivées en Europe en 2016, dont une écrasante majorité par la mer. Parmi eux, près de 2900 sont décédés au cours de leur voyage. La Méditerranée, devenue un gigantesque cimetière. De ses profondeurs, la marine italienne a réussi à remonter le petit chalutier qui, en sombrant en avril 2015, avait fait des centaines de victimes, 800 selon les survivants. Les pompiers chargés d'extraire les corps espèrent en trouver moins. Dans tous les cas, une des pires catastrophes survenues en Méditerranée. Près de 900 personnes sont encore mortes en quelques jours au mois de mai dernier. On referme ce journal avec la revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Aujourd'hui, les journaux rendent compte du bilan des enquêtes liées aux attentats terroristes de Ouagadougou. De ce bilan donné par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, il ressort 49 interpellations de personnes de nationalités diverses, dont 3 femmes, une seule est de nationalité étrangère, indique l'observateur Palga. À ce jour, 39 ont été relaxés pour insuffisance de preuves, précise l'Express du Faso. 10 personnes sont actuellement retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capucino, de Grand Bassam et les attaques de Oursi d'août 2015, souligne Notre Temps. 6 individus en lien avec l'attaque terroriste de Ouagadougou sont encore activement recherchés, poursuit le journal. Indépendamment de ces interpellations, note aujourd'hui au Faso, 2 personnes de nationalité burkinabé ont été arrêtées par les FDS en 2015. Ils ont été fortement endoctrinés et radicalisés au Niger et envisageaient d'installer au Burkina Faso une cellule terroriste. Le pays fait savoir que la contribution des pays voisins et d'Afrique du Nord a été fortement requise afin de pouvoir mettre la main sur les 10 individus. Sachez également, exhorte Sidoya, que des investigations ont aussi révélé que certains individus qui se font passer pour des religieux qui annoncent la bonne nouvelle sont en réalité des spécialistes de lavage de cerveau en vue de préparer des jeunes à des attentats terroristes. Pour le cas du docteur Elliot kidnappé à Djibo, poursuit le quotidien, il a été localisé, a rassuré Simon Compaoré, dans un pays voisin avec lequel le Burkina travaille pour sa libération. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.